Et bonjour à vous toutes et tous, habitants et défenseurs d'Ulfencarn, de la cité maudite. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce qui va être l'avant-dernière fois. Avant-dernière vidéo, puisque comme je l'ai indiqué dans le titre, c'est un interlude qui va nous faire un bond en avant pour aller affronter Radukar le loup. Je tiens et je ne tiens pas à la fois. Alors je tiens à finir de toute façon la cité maudite, ça m'a bien tenu jusqu'à présent, mais je ne tiens pas maintenant à consommer, faire 2 séances supplémentaires. J'ai envie de dire les 2 séances de trop. C'est pourquoi je me suis fait un petit mémo. On va aller regarder ça, il faut que je me le remette en tête, parce que ça fait plus d'1 semaine que je l'ai préparé, et puis j'ai hésité à faire cette interlude en me disant ah oui, mais si je fais ce bond en avant en passant du niveau 3 au niveau 4 sans jouer les périples concernés, parce que c'est bel et bien le but de ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce que l'on va voir sur nos plateaux joueurs. J'ai hésité parce que c'est un moyen, comment je vais dire, un raccourci scénario. Voilà, c'est exactement ce que je vais faire, c'est un raccourci scénario pour pouvoir me faire plaisir, vous faire plaisir j'espère aussi, pour aller au bout de cette campagne. Alors. Aujourd'hui, pas de gameplay, mais uniquement... Alors oui, c'est quand même, faut pas que je dise pas de gameplay, parce que c'est une sorte de jeu dans le jeu que je vais faire. On va s'intéresser uniquement à nos 4 héros qui sont là, que sont la capitaine Emelda Braskov, Dagné Oldenstock, Brutog, Croque-Mort. Tiens, je l'ai très rarement appelé Monsieur Croque-Mort, mais son vrai nom c'est Brutog Croque-Mort. Et puis Cléona Zetengale. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette interlude? Ça n'est pas Tabletop que j'ai prévu, mais le suivi de campagne. Donc, préparation fin de campagne, interlude, première phase, je vais faire passer le niveau 4 pour tous nos héros, puisque je vous rappelle que pour affronter l'ultime menace dans la cité maudite, pour aller affronter Radukar, il faut que nous soyons niveau 4. Ça veut dire on va simuler les fouilles de trésors. Ah oui, pour passer niveau 4, il m'aurait fallu 2 périples supplémentaires. Pendant ces périples supplémentaires, j'aurais pu acquérir des trésors. Donc, on va simuler ça par le biais de pioches de 10 cartes. Et puis, on va voir ce que l'on peut conserver. Je vais faire aussi 2 jets d'extraction sur le tableau de fin de périple. On verra ce que ça nous donne comme résultat. Alors, probablement qu'il n'y aura strictement aucune incidence, mais on ne sait jamais. En même temps, on va en profiter pour faire la mise à jour de nos plateaux héros. Deuxième phase, achat de renforcement sur la base de 2 fois un périple de fouille. Ce qui va nous donner 16 pierres de royaume à dépenser. J'ai une idée derrière la tête, c'est surtout de dépenser en armes pour Dagné et Brutog, parce que eux ne possèdent pas d'armes. Enfin, ils ne possèdent pas de renforcement d'armes plutôt. Et puis en phase 3 de cette préparation de fin de campagne, on fera la découverte du dernier périple pour aller affronter Radukar. Allez, c'est parti, on y va pour le passage maximum pour le niveau 4. Alors d'ailleurs, attendez, on va se réafficher le suivi de campagne, puisque nous en sommes ici. Décapitation, tous les disciples de Radukar le loup ont été éliminés. Allez, pour le plaisir, le Varkskir, le capitaine Algrim, Gorslav le fossoyeur, Torgilius le chambellan et la triarchie des Venalten. Donc, au niveau 4, nous reste l'assaut final à accomplir pour aller tuer Radukar le loup. Donc c'est bien, ça me fait vraiment plaisir, ne serait-ce que par le fait d'aller au bout d'un jeu. Qu'est-ce que c'est plaisant!
Mission de chasse, mission de fouille, bah, c'est ce que je vais simuler là. Ici, on fera passer donc Emelda, Cléona, Brutog et Dagné au niveau 4, ça c'est bon. Et sur la première page de mon journal de campagne, bah oui, complètement à gauche, il n'y a plus que Raducar à aller éliminer, donc c'est chouette. Tout ça, c'est vraiment chouette. Il faudra que je pense d'ailleurs à conserver le journal de campagne parce que la façon dont je l'ai fait, ça pourra me servir pour d'autres, les futurs Dungeon Crawler. Ok, allez, on y va. Passage au niveau 4. Stimuler les fouilles de trésors. Pioche de 10 cartes. J'ai ici tout le paquet qui a été reconstitué avec toutes les pierres de royaume potentielles. Par contre là, si je tombe sur des pierres de royaume, je ne les utiliserai pas. De toute façon, généralement, on n'avait jamais de quoi dépenser des pierres de royaume en quantité suffisante après un périple classique de fouille. Non, de chasse, pardon. On y va. Alors, pioche de 10 cartes, on le fait comment? Une par une? Ou deux par deux? Non, une par une, tout bêtement. Bien que, avec Dagné, quand il devenait exalté, et c'était très facile de le faire passer exalté, il avait sa capacité de pioche de 2 cartes à la fois. Non, allez, on va les passer une par une. Un trésor, sablier luisant. Tiens, il me dit rien celui-là. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, le sable de cet objet est imprégné de la lumière de Ish. Tant que les grains s'écoulent, il brille aussi intensément que la lumière du jour. Un héros ayant cette carte peut l'utiliser à tout moment de son activation. On déplace le pion tombé de l'ennemi d'une case. Ah ouais? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je ne l'ai jamais eu, ou jamais conservé en tout cas. Ça veut dire que notre compteur là de temps, on crame la carte sablier luisant et on remonte le temps d'une heure. Tiens donc. Bah ça c'est bien, donc oui, je conserve. On a dit jusqu'à 10 cartes. Allez, la seconde, pierre de royaume. Ça, elle ne servira pas pour l'instant. Ici, un trésor, les cendres d'Akshi. Quand on jette ces cendres magiques sur des zombies marche-morts, elles brûlent les ronces qui dépassent de leur corps, ce qui les plonge dans une épaisse fumée crépitante. Lorsqu'on l'utilise, on choisit un zombie marche-mort à 2 cases au plus du héros. Le zombie choisi et chaque autre zombie sur la même case et sur les cases adjacentes sont sonnés. Bien. Alors sachant que pour affronter Raducar, je ne pourrai, comme d'habitude, n'attribuer qu'une seule carte trésor à un héros. 1, 2, 3, ça c'est la quatrième. Barrique de funeste feu hurlant. Celle-ci, elle était bien. Les esprits captifs font beaucoup d'usage au royaume de la mort, même si peu d'entre eux apprécient leur confinement. On choisit un hostile adjacent et visible, et l'ennemi choisi subit 2 dégâts. C'est un petit bonus, ou bien on entame sérieusement un ennemi, ou alors ça nous permet de l'éliminer. Encore trésor, et j'ai bien mélangé pourtant, hein. Vitalixir. Alors, Vitalixir, c'est du soin. Cette fiole effervescente contient une décoction de guirane dotée de remarquables propriétés curatives. Alors, double utilisation, hein, ou bien pendant notre activation, ou bien lorsque l'on est sur le point d'être malade. On utilise la carte, on retire un pion malade que l'on posséderait déjà, ou alors cela nous empêche d'être malade. Un piège, pas d'incidence. Une crise, pas d'incidence. Par contre, ça nous crame des cartes. En même temps, les 1, 2, 3, 4 cartes trésors déjà découvertes sont relativement sympas. Ah, potion. Ah oui, c'est pas le Vitalixir, c'est la potion de vitalité coagulée.
L'efficacité de ce breuvage n'a d'égal que son goût infect et sa consistance répugnante. Là, c'est du vrai soin. Bien, c'est la même carte que possède actuellement Cléona. Du soin qui nous permet, sur un jet de dés rouge, d'aller chercher le retrait de marqueurs blessures ou blessures graves. Ok. L'innocence. Hop, hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 9e, l'innocensoir. Les cendres fumantes d'un corps vidé de son sang forment un nuage que les yeux des morts-vivants ne peuvent pénétrer. Utilisation à tout moment de notre activation s'il n'a fait aucune action d'arme ce tour. Ok. J'avais peut-être un peu zappé cette notion de ne pas avoir fait d'action d'arme. Ah oui, mais si, ça nous permet de devenir invisible. C'est ça? Ouais, c'est ça. Et enfin, la dernière, une crise, on s'en fiche. Hop, ça réintègre le paquet. Si ça réintègre le paquet, ça veut dire que je vais choisir pour l'affrontement contre le loup. Alors, les soins, ultra importants. L'innocensoir, pop, 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 pop. J'irai pas dessus pour l'instant. La potion de vitalité, alors oui, c'est du soin, c'est pas mal. Le Vitalixir, pour empêcher d'être malade, non. Je l'enlève parce que Cléona... vous voyez, Cléona, c'est ça, hein, elle a déjà de quoi nous soigner avec le toucher revigorant sur 3+. Il en reste 4 et j'en ai 3 à les attribuer. Le fait de mettre 2 points de dégâts, ça c'est pas mal. Sonner les zombies marche-morts. Alors encore faut-il que nous affrontions des zombies marche-morts. Et pour ça, je vais tout de suite aller jeter un coup d'œil sur les groupes d'ennemis de l'assaut final. Garde d'ennemis, Virkos, Raduca. Ok, donc c'est très bien. Ça veut dire que les cendres d'Akshi, je la vire parce que nous n'aurons pas de zombies marche-morts. Bon, il nous en reste 3 qui sont quand même assez intéressantes. On a un soin, de quoi occasionner 2 dégâts, et puis le sablier luisant, c'est pour... Ah oui, reculer de 1. Reculer de 1, le timer, là. Je conserve ou pas, ça? Pour le coup, je vais revoir. Il y a peut-être aussi une chose que je vais devoir revoir. Ah ah! Et ouais, c'est que Emelda a fait le groupe là pour aller affronter Raduca. Mais il n'en demeure pas moins que nos 4 autres camarades possèdent probablement aussi des objets que j'avais répartis. Alors, ah non, là, on n'a que du renforcement. Il n'y avait pas de trésor. Pour Monsieur Glimskrai, même chose. On n'est que sur du renforcement. Alors, il y a une règle que j'ai respectée depuis un petit moment, c'est le fait de ne pas donner des renforcements qui appartiennent déjà à un héros, de ne pas les transférer sur quelqu'un d'autre. Ok, renforcement, ça c'est Jensen, bah non en fait. Ah oui, on était vraiment à poil de trésor. Ça c'est un renforcement d'armes, ok. Bon. Bon. Donc ça veut dire que oui, j'en reviens uniquement à ce que j'ai là. Bah, ça veut dire que je garde ces 3-là. Je vais virer tout de suite les sleeves. Ça prendra moins de place. Quant à la répartition, ça, je me donne encore quelques heures pour y réfléchir et voir à qui j'attribue tout ça. Je laisse par défaut la potion de vitalité coagulée à Cléona pour les soins.
Et puis ben, ça, je répartirai. Ok. Alors, on va mettre ça sur le côté. Reviens vers nous. Maintenant, on considère donc que l'on a fait nos deux périples. Hein. Fouille, chasse et chasse-fouille. 2 jets d'extraction sur le tableau de fin de périple. Alors, ça, j'ai voulu le conserver, mais vraiment dans l'esprit de voir si ça apporte quelque chose ou pas. On a dit que je simulais 2 fois, donc premier jet 2. L'adamant est poussé à exécuter de mauvaises manœuvres à haute vélocité et de précieux objets tombent par-dessus bord. Et merde. Défausser chaque carte trésor que chaque héros possède, y compris celle dans des sachets. Alors ça, est-ce que j'étais déjà tombé là-dessus? Je ne crois pas. Non mais sans déconner. Sans déconner. Quelle angoisse. Alors là, ça vient contrecarrer mes plans dans le sens où... Alors ça, c'est ce que j'avais prévu d'emmener contre Raducar. Donc j'ai encore une simulation de jet à faire. Donc je vais pouvoir les conserver. Par contre... Ouais, alors là, j'allais dire je gruge, mais non, je vais virer ces 3-là. Allez, ça dégage. Maintenant, second jet sur fin de périple. Ouais, c'est ça, second et dernier jet d'extraction. Alors, ok. Oh putain, exactement ce qu'il faut pas. Sans déconner, le jeu est en train de me contrer. Le jeu n'aime pas ce que je suis en train de faire. Capitaine Emelda, il y a un traître parmi vous parce que 1, c'est le plus petit score, et plus le score est bas, plus pourri est le jet, et c'est pas la première fois que je tombe dessus. Je crois qu'en 5 parties, c'est la 3e fois qu'on tombe dessus, c'est énorme. Les étérandrins de l'adamant subissent des dégâts conséquents en repartant, le forçant à atterrir en pleine nuit pour des réparations d'urgence. Lorsque vous préparez le périple suivant, placez le pion tombé de la nuit sur la case de nuit du plateau de Stratovaisseau. Si vous mettez la quête en pause entre-temps, bon ça, on s'en fiche. Ça veut dire, et c'est d'une logique imparable, pour aller affronter Raducar le loup, on démarre sur la nuit. Ah, ça pue du cul, mais grave! Pourquoi? Parce qu'il va être sur sa face renforcée. Tiens, j'ai sa fiche ici. Raducar ne va pas commencer comme ça. Il va commencer comme ça. Alors Raducar, mais ses potes aussi. C'est flippant. Oh non. Bon, on verra ses stats au moment de démarrer le scénario. Comment je me suis auto-arnaqué pour ce coup-là, c'est beau. Bon, bah on le jouera comme ça. Hein. Alors pour le coup, ça implique une chose, c'est que mon histoire de faire reculer le temps, bah, ça va servir à rien. Ah ouais, si. Ou alors, au niveau gameplay fluff, je pourrais gagner un tour. Ah ouais, ça peut être sympa ça. Ça peut être sympa de se dire, grâce à ça, pendant un tour, par exemple au moment d'aller taper Raducar une fois ou pour l'éliminer, alors oui, c'est à l'inverse des aiguilles du monde. Donc tac, on recule de 1. Tous les ennemis repasseront sur leur face normale. Et on jouera le tour sur leur face normale. Et malheureusement après, tac, le temps nous rattrapera. Ils redeviendront renforcés. Allez, le jouer comme ça peut être très, très marrant. Ça va pimenter le truc. Ok. Les 2 jets d'extraction ont été faits. Maintenant, la mise à jour des plateaux héros. Si on considère qu'on a réalisé 2 périples de fouille, 2 périples de chasse à la suite, on a nos gains d'expérience. Alors,
Emelda, bah, de toute façon, ça implique quoi? Elle gagne 2 fois de l'XP. Non, plus que ça, je vous dis une bêtise. Pourquoi plus que ça? Ah ouais, c'est ça. J'aurais dû faire 4 séances. Mais moi, bon, je raisonne toujours dans l'esprit de dire qu'avec la nouvelle variante que j'ai faite il y a un mois maintenant, quelque chose comme ça. Ah non, même pas, je vous dis une connerie. Ça doit faire 15 jours. J'ai regroupé périple de fouille, périple de chasse en une seule séance. Toujours pour éviter la redondance des parties. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous va gagner 4 points d'expérience. Premier point d'expérience, ça permet à Emelda de passer niveau 4. Ok. Ensuite, elle gagne un point d'expérience pour le second périple. Elle regagne... Ah, intéressant. Elle regagne un point d'expérience pour le troisième périple. Oh, ça veut dire qu'Emelda passe niveau 5. Ah ouais. Elle passerait niveau 5. On serait comme ça. Je vais faire une simulation pour Dagné tout de suite parce que Dagné, Brutog et Cléona en sont au même stade. Donc, un premier périple. Dagné gagne son point d'expérience or. Second périple. On enlève ça, il passe niveau 4. Troisième périple, il gagne un point d'expérience normal. Quatrième et dernier périple, il gagne le point d'expérience or. Ouais, ok. Donc, pour Cléona et Brutog, ça veut dire qu'ils sont au même niveau. Alors, qu'est-ce qui aurait pu se passer pendant ces 4 parties? C'est que éventuellement, on se retrouve à être KO. Ah ouais, alors j'avais pas prévu de faire une simulation de éventuelle mort. On est des héros, je vais considérer qu'on réussit complètement nos périples. Hein. On va pas trop hop, hop. On va pas trop compliquer les choses. Donc on est comme ça. Brutog, même chose. Tu es avec ton XP or, tu passes niveau 4. Ah oui, alors il faudra checker ce que ça donne sur les traits. Par rapport à nos traits. Crac. Cléona, vous aussi, vous avez le droit d'être niveau 4. Nickel. Et puis, en termes de points d'XP, on a dit, hop, on est comme ceci. Bon, ça me paraît cohérent. Capitaine, niveau 5. Alors ça, c'est vraiment très fleuve. C'est la capitaine. En même temps, c'est normal puisque c'est elle que j'ai emmenée le plus souvent en périple. Donc c'est tout à fait logique qu'elle ait grappillé de l'expérience avant les autres. Oui, j'aime bien la capitaine Emelda. Voilà où on en est. Très bien. L'incidence sur nos cartes de traits. Emelda et l'âme. Alors oui, c'est pour ça qu'on avait un niveau 5. Je me disais, mais est-ce que c'était pas pour le fait qu'ils aient anticipé sur les extensions? Parce que je vous rappelle que pour la Cité Maudite, il y a 2 extensions qui étaient sorties. Et potentiellement, niveau 5, c'était pour les extensions. Mais en fait, non, on peut très bien passer niveau 5 pour finir. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? D'abord, au niveau 4, parade instinctive. Si un jet de défense pour ce héros est une réussite, alors Emelda fait une défense au dé bleu. Ok. Est une réussite critique. Et si l'attaquant lui est adjacent, elle peut immédiatement faire une action d'arme gratuite. Bien. Et au niveau 5, maître des lames,
Relancer le premier jet d'attaque raté de chaque tour. Ah oui, ok. On peut très bien réussir les 3 premiers. Bon, bah, ça passe normalement, mais au premier jet d'attaque raté, on a le droit à une relance. J'ai intérêt de m'en souvenir. Donc là, son niveau est débloqué complètement. Elle a le droit à tout ça. Pour Cléona, avant d'aller affronter Raducar, elle passe niveau 4. Tiens, on va fermer ce niveau 5 définitivement. Elle gagne envoûteur. Une fois par tour pendant son activation, elle peut choisir un hostile visible et le maudire. Alors, malédiction d'un ennemi, ça veut dire quoi? Ça, on l'a très peu utilisé. Alors, tant qu'un héros est maudit... Ah oui, tant qu'un héros ou un ennemi est maudit, on augmente de plus 1 en dégâts normal, plus 2 en dégâts critiques. Ouais, c'est ça, tous les dégâts qui ciblent la personne maudite. Ah, ça peut être sympa quand même. Donc, une fois par tour, c'est gratuit. On peut maudire un hostile. Et de mémoire, aucun de nos ennemis que l'on a affrontés jusqu'à présent ne sont immunisés à la malédiction. Ça, c'est bien. Ça peut donner un petit coup de boost salutaire. Merci, Cléona. Hop, on met ça là. Et puis alors, Dagné et Brutog en tant que piliers, eux, ont la même carte. Au niveau 4, ils deviennent tenaces. Ah ouais, c'était les deux mêmes. Ils deviennent tenaces. Relancer les jets de vitalité ratés pour ce héros. Ah ouais, alors eux, en tant que tank, ils sont vraiment maximisés par rapport aux soins. Hein. Parce qu'un jet de vitalité raté, ça veut dire... Eh ben, qu'on n'arrive pas à se soigner. Alors que là, ils ont une chance de produire des soins. Bon, ça ne les concerne que eux, certes, mais c'est vachement puissant quand même. On va les placer, même chose, hop, pas de niveau 5. Voilà comment on est avec eux aussi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre à mettre en visuel sur nos plateaux? Ça, c'était les mémos pour Dagné Brutog pour dire que on ignore la première blessure à chaque tour. C'était quoi? Intrépide. Le premier point de dégâts alloué à ce héros à chaque tour est ignoré. Ouais. C'est bien ça. J'avais remis aussi les pastilles, mais ça n'avait pas fonctionné en mémo, ça. Bon. Bon. Là, on est impeccable. Impeccable bien. Maintenant, deuxième phase de notre préparation de fin de campagne. On est sur les achats de renforcement sur la base de 2 fois un périple de fouille. Donc 16 pierres de royaume à dépenser. Alors pourquoi je me suis dit je vais attribuer 16 pierres en tout? C'est parce que si je me fie à ce que j'avais ramené sur différentes parties, voilà, la foule c'est là. 9, 11, 9. Et 10 en dessous. Donc ouais, je trouvais que c'était pas déconnant. Ouais, je suis parti sur une base de 2 x 8. Donc c'est même inférieur à ce que je ramenais habituellement. Bon, je vais pas dire que c'était une pénalité, une grande pénalité, mais c'est pas mal. Alors, là par contre, les cartes de renforcement, elles sont là. Et ce que je veux faire pour notre mise à niveau, c'est arme pour Brutog et Dagné. Sachant qu'on va affronter Raducar. Alors, armure, ça je passe. Armes, elles sont là. Qu'est-ce qu'on a? Arme vive plume. Aussi légère que le souffle de Gugny. L'un de mes plus grands chefs-d'œuvre.
À chaque tour, ce héros peut traiter un dé de réaction comme ayant un score de 6. Mais ça, on l'avait avec Cléona. Chaque tour, un dé de réaction est 6. Alors, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, à chaque fois, on a en double un même renforcement d'armes. Télémètre de Célestium. Vous pouvez percer les points noirs d'un grotte à 500 mètres avec cette merveille. Remplacer par 2 la première valeur de dégâts des armes de tir. Ok. Ouais. Alors, il faudra que je fasse gaffe au coup, mais bon, normalement, avec 16, je suis tranquille. Bon, ça, je suis pas fan. Est-ce qu'on l'a en double? Télémètre. Non, ok. Ça, je suis pas fan. Le fil d'éther aiguisé. Attention avec ça, l'ami. Vous pourriez couper votre ombre avec. On augmente de +1 +0 les valeurs de dégâts en arme de mêlée. Ça voudrait dire que... Ah ouais, quand même, la hache d'azurage d'Agné passerait à 3 de base. Quant à Brutog, ça passerait à 2 et à 3. C'est quand même pas mal, hein. Gagner 1 point de dégâts en plus. Ah, on l'a en double. Ok, pourquoi pas. Ah, ça coûte combien? 4 et 4, 8, on est large. Alliage de cyclopierre. Comment ça? C'est toujours la même. Surveillez votre langue et allez planter un truc ou deux avec ça. Vous allez vite changer d'avis. Remplacez par 2 la première valeur de dégâts. Pour les armes de type de mêlée, quel est le... Augmenter. Ah oui, d'accord, là on remplace, là on augmente. Alors je préfère l'augmentation, ça va dégager. Et enfin, la rune brismatique explosive. Je ne toucherai pas ça si j'étais vous. Ah, ça ne permet pas de diminuer les dégâts. Est-ce que Raducar diminue les dégâts? J'en sais rien. Et je ne regarderai pas. Bon, bah, je vais rester sur les fils d'éther aiguisés. Ouais, alors c'est dommage que ça n'augmente pas les dégâts critiques, hein, mais au moins les dégâts de base vont être boostés. 4 et 4, 8, bon bah c'est parfait. Je donne ça à Dagné. Je donne ça à Brutog. Excellent. Le paquet de cartes renforcement, bah, maintenant, ne servira plus. Je peux le ranger. Découverte du périple, ce sera notre 3e phase pour la préparation de cette campagne. Alors, attention les yeux. Déjà, ça, on va se le garder, le fluff, là, on va se le garder pour le début de notre partie, comme d'habitude. Ça s'appellera l'assaut final. Mais quand même, j'ai envie de, mentalement, nous préparer à ce que nous allons devoir affronter. Alors, comme d'hab, hein, échapper au rat de charnier suffocant, ça, l'étape 1, je ne la fais toujours pas. Ça alourdit le jeu. On passera directement à l'étape 2, la citadelle d'ébène. Ah oui, alors, une toute petite carte. 2, 4, 6. On a 6 tuiles, plus la zone d'entrée, la vache. Premier groupe d'ennemis, 2 gardes de nuit Kozargi. Il est où Raducar? Alors, K, on a 2 gardes là, on rentre à l'ouest. On a 2 gardes, en un tour, on sera au corps à corps, hein, direct. Après, on a les 3 Virkos. Mais il est où ce pépère de Raducar là? On a les 3 Virkos là. Alors, ce ne sont plus les Venalten, hein, on les a éliminés. Ce sont des Virkos classiques, comme on a l'habitude de les rencontrer. Par contre, Raducar le loup en R.
Ah oui, il n'apparaît pas sur la carte. Tiens donc, ça va faire l'objet d'une règle spéciale. Déjà, comme d'habitude, on a la règle briser les phylactères. On peut faire une action de fouille, donc à 4+ à côté d'un objet mystérieux. On peut aller ouvrir à un chat aussi. Je reviens. Hop, hop, hop. Allez, mademoiselle. Donc ça, on connaît hein, cette règle. Plutôt que de faire une fouille à côté d'un objet mystérieux, ça permet de supprimer une résurrection. Donc ça ne change pas. Pourquoi on est censé faire un jet? Toutefois, lorsqu'on brise un phylactère, on doit lancer le dé rouge. Si c'est un échec, ah ouais, le phylactère n'est pas brisé. On aura quand même dépensé notre 4+. Et combien il y a de chances de résurrection? 4. 1, 2, 3, 4. Elle est où ma réglette? Ah ben elle est là ma réglette. Hop là, que je fais tomber. Je préfère faire comme ça. Voilà, 4 phylactères à briser. Sinon, ça fait 4 chances de résurrection pour Raducar. Protection de la mort. Quand Raducar est tué, s'il y a un ou plusieurs objets mystérieux sur le champ de bataille, il n'est pas tué. On retire un objet mystérieux. On enlève tous les marqueurs blessures de Raducar. Et il continue d'agir normalement. Donc c'est bien ça, 4 résurrections disponibles. Troisième règle spéciale de la citadelle d'Ébène, le roi loup d'Ulfenkarn. Raducar ne peut pas être sonné lors de ce périple, ça ne change pas, comme d'habitude. Dénouement. Raducar le loup n'est pas placé au début de la partie. Lorsque son groupe d'hostiles est censé s'activer, s'il n'a pas été placé sur le champ de bataille, rien ne se passe. Lorsque le premier phylactère de sable sépulcral est brisé, mettez la partie en pause. Le chef jette le dé de quête et place Raducar à côté du nécroporche qui correspond au résultat du dé de quête. Puis la partie reprend. Ok, donc pour faire apparaître Raducar, il faut briser un phylactère. Ça c'est intéressant parce que avant de faire venir Raducar, pourquoi on n'irait pas éliminer les 2 gardes et les 3 Virkos? Va falloir tenir bon parce qu'avec le déplacement énorme des Virkos, on se retrouve au corps à corps au premier tour avec tout le monde. Sauf si on les bloque. En mettant Dagné et Brutog ici, les Virkos vont être coincés. Par contre, on a intérêt de tenir. Hein. Vous, c'est mur de bouclier impératif. Il ne faudra pas oublier que maintenant, avec Tenace, ils ont le droit de relancer leur jet de vitalité. Bon, là, je me projette sur un scénario qui se passe au mieux. Hein. On n'en est pas là. Et alors, Raducar, donc pour en revenir à la règle spéciale pour le faire popper sur le champ de bataille, il faut péter un des objets mystérieux et il apparaît. Mais alors par contre, il apparaît où? À côté d'une... Ah oui, c'est vrai, c'est le nécroporche. Allez, ça va se faire au hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Bien, 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 bien. Donc, ça nous laisse quand même un certain temps pour pouvoir le faire venir. Gardien éternel. Ah merde. Un garde de nuit, Kozargi, n'effectuera pas d'action de mouvement ni d'attaque tant qu'il n'aura pas subi de dégâts, n'aura pas été activé, alors qu'un ou plusieurs héros sont visibles de lui. Ou qu'un résultat sur le tableau d'événements ne l'aura pas demandé, comme le roi loup ascendant, de 2 à 4. Ceci ne s'applique pas à ceux qui arrivent en tant que renfort. Ah, chiotte. Alors la bonne nouvelle, c'est que, à moins de faire le roi loup ascendant, les 2 gardes Kozargi au nord et au sud ne bougeront pas.
Sauf si on est dans leur ligne de vue. Et on sera dans leur ligne de vue à partir du moment où on est sur une de ces deux cases-là. Ah, ok. Donc pour bloquer les Virkos, forcément, je mets un héros ici. Ce garde Kozargi s'activera. Par contre, lui ne bouge pas. Tant qu'il est dans cette pièce-là et qu'on ne fait pas le roi ascendant, lui ne bougera pas. Donc ça permet de temporiser encore une fois. Ok. Et l'antre du loup. Dans ce périple, on ne place pas de carte de rencontre de groupe d'hostiles sur la piste de combat. On ne peut pas les repousser. À la place, après qu'un groupe d'hostiles s'est activé, on jette le dé blanc. Ah, c'est plus le dé rouge. Maintenant, c'est au dé blanc. Si sur le dé blanc, c'est une réussite, on déploie un hostile qui a été tué, voilà, vache, sur une case adjacente, qui correspond au numéro du nécroporche qu'on aura tiré. Ok. Et si c'est une réussite critique, on déploie 2 hostiles. Raducar ne peut pas être déployé en tant que renfort. Ok, donc ça c'est pas cool Raoul, parce que les gardes et les Virkos vont pouvoir venir en renfort. Donc aucun intérêt d'aller tuer ce garde Kozargi en premier, parce qu'une fois qu'ils vont s'activer, ben, ils sont susceptibles de revenir. Alors lui, il faudrait qu'on lui foute la paix. Eh, mais il y a peut-être un truc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc plus à aller chercher si on bloquait le terrain à partir d'ici? Ouais, enfin, à partir d'ici, là. On rentre. On se regroupe là, sur ces 4 cases. D'une façon ou d'une autre, on se renforce comme on peut. On va chercher les Virkos. Et on les bloque là. Lui ne bougera pas tant que personne ne vient sur ces 2 cases. Parce que le garde Kozargi n'aura pas de visibilité sur nous. Donc en restant les 4 là, on a du tir. Oui, Dagné a du tir. Léona a du tir. Alors, le problème c'est Emelda. Emelda, pour agir, elle est obligée d'être au corps à corps. Mais elle peut intervertir sa place avec un de ses potes gratuitement une fois par tour. Ah ouais, il y a peut-être moyen tactiquement d'aller chercher... de faire un blocus là. Sachant que si on a des renforts infinis, quoique c'est au dé blanc, hein, je vous rappelle que le dé blanc c'est une grosse bouse, enfin jusqu'à présent, on a une réussite normale, une chance sur 6, une réussite critique, une chance sur 6. Et très fréquemment, le résultat qui est fait, c'est bien celui-là. Donc, pendant plusieurs tours, on est à même de ne pas avoir de renfort une fois qu'on a tué Virkos ou Kozargi. Ça, c'est sur le papier en tout cas. Le problème, c'est que Alors, il y a un choix à faire. Ou bien, on va devoir tuer 4 fois de suite Raducar, et par 4 fois, il reviendra à la vie. Donc, il va falloir encaisser beaucoup de dégâts. Ou alors, on va au moins péter 2 phylactères. Ah ouais. C'est quand même intéressant d'aller lui supprimer des vies, enfin des résurrections, le plus vite possible. Donc, on rentre comme des bourrins. On pète le garde, on pète le phylactère. Second tour, bim, on rentre comme des bourrins, on pète le garde, on pète le phylactère. Et ensuite, ah ouais, mais... Ah, vache, Raducar apparaîtra. Et on a un risque d'échouer à péter le phylactère. Ouais. Bon, ça va être super intéressant au niveau tactique, ça. Je ne veux même pas m'intéresser pour l'instant au tableau des événements. On y viendra quand ce sera le moment de faire nos jets. Bon,
Ça aura quoi comme incidence? Quand Raducar le loup est tué, le périple prend fin et les héros ont réussi. Tout autre résultat est un échec. Conséquence. Comment ça, conséquence? Ah, la vache, mais bien sûr. Si les héros n'ont pas réussi, on augmente de 1 la peur et l'influence. Alors, moi, dans ma petite tête, en termes d'histoire et de fluff sur cette campagne, je voulais considérer que si on n'arrive pas à mettre un terme à la vie de Raducar et qu'on échoue, ma campagne s'arrête. Pourquoi? Parce que je mise tout sur le groupe d'Emelda. J'ai pas envie, et là c'est vraiment une envie, de ne pas le faire. J'ai pas envie de me dire, ah, je vais maintenant monter le deuxième groupe au niveau 4, ah, quoique. Ah, vous m'agacez, hein. En le disant, vous me collez des doutes. On avisera, mais j'ai pas envie de le faire. Si le groupe d'Emelda tombe, on met fin à la campagne d'Ulfenkarn en péril et on finira cette campagne sur un échec. Par contre, si nous réussissons, je vous rappelle que dans la boîte, comme avec Blackstone Fortress, il y a une enveloppe qui est assez épaisse, hein, avec un grand plateau. Alors c'est un plateau en dur. Enveloppe Ulfenkarn en péril, ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation, l'assaut final. J'avais été un petit peu déçu de ce que contenait l'enveloppe cachetée de Blackstone Fortress parce que ça faisait une évolution du héros principal, avec une arme je crois. Mais à moins d'aller sur les extensions, bah, comme la quête se finissait, ma foi, ça apportait pas un ajout monumental. Mais bon, au moins, ça permettait de finir proprement la quête. Donc là, à voir. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à mettre au point pour préparer le périple? Ah bah oui, alors attention, on a combien de groupes? On n'a pas 4 groupes. Ces visuels-là, je les conserve. Brutog et Cléona, bien évidemment. Par contre, on n'a pas de zombies marche-mort, ça dégage. Le groupe numéro 1, ce sont les gardes de nuit. Ah, Virkos, je vais en avoir besoin. Toi, t'es mort, toi? Qu'est-ce que tu fais encore là? Ah oui, c'était juste les visuels. Raducar, j'en ai besoin. On sait que le Varkskir n'apparaîtra plus. Cela, non. Qu'est-ce qui manque? Toi, on sent... Ah, voilà. Garde de nuit, Kozargi. Ok. Donc, c'est bien d'utiliser ça. Premier groupe. Les gardes de nuit. Ok. Second groupe. Les Virkos. Ok. C'est palpitant ce qui va se passer. Oh my god! Et Raducar, le connard. Crac en troisième groupe. Carte d'initiative numéro 4. Je ne l'utiliserai pas. Ça va faire un mélange sur ces 7 cartes-là. Ok, on met de côté. En termes de dés du destin, ben, il n'y a rien qui change, hein. On est autorisé à les utiliser tout ce qu'il y a de plus normalement. Tous les dés de base, ici, je les ai. Formidable. Dans les cartes qui restent, ça c'était quoi déjà? Ah bah, les cartes rencontres, pas besoin de les utiliser. Donc, pas besoin de mettre à jour les rencontres de niveau 3 ou de niveau 4. Ok. Les cartes Mortis, j'espère ne pas avoir à les affecter à un de nos héros. Bah, de toute façon, si je mets fin à la quête, de toute façon, il n'y aura peut-être pas besoin de les utiliser. Quoique. Et puis, bah, c'est tout. On a fait le tour.
Nous avons fait le tour de cette préparation de fin de campagne. Ça veut dire que je vous retrouve pour la conclusion. Oui, c'est une vidéo particulière et c'est d'ailleurs la première fois que j'utilise ce subterfuge, ce stratagème pour aller conclure un jeu de plateau de type Dungeon Crawler. À voir si je réutiliserai dans d'autres jeux. Là, je vous rappelle que je le fais parce que c'est très redondant de jouer les périples, chasse, fouille, décapitation. Ça sort du lot parce qu'on a des règles spéciales qui sont très sympas. Mais là, il est temps de mettre fin au règne de Radukar le loup. Donc ça, ça se produira lors de notre prochaine vidéo. Je veux pas trop m'engager, mais j'espère pouvoir la faire vraiment très rapidement, genre dans les 72 heures qui suivent cette vidéo de mise à jour. Donc accrochez-vous à vos sièges, soutenez-moi du mieux que vous le pouvez, soutenez surtout le groupe d'Emelda, parce que oui, la prochaine fois, on va probablement en chier. Allez, je vous laisse ici, et puis je vous dis à très vite pour clore cette très belle aventure. Salut, salut!